Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Corruption, narco-État, attentat à l'électricité, déficit, diplomatie, Ukraine, le bilan qui accable Macron et Ursula. Avant de traiter toutes ces informations, je veux remercier, vous le savez, tous ceux qui me permettent de faire ce travail au quotidien en me finançant à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur Marie Gouret, Chantal Rochia, Terra Mopus et Fernand Costa. Merci à eux du fond du cœur. Et puis je tenais aussi à vous remercier, vous êtes formidables. Vous faites en sorte que cette chaîne continue d'exister malgré toutes les pressions, en levant le petit pouce, bien évidemment, en écrivant de gentils messages ou en diffusant sur d'autres réseaux sociaux. Et puis bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. On va revenir sur une information importante, celle d'hier. Elle a suscité de très nombreux commentaires. Alors, il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les dirigeants verts levaient les fesses. Si vous vous souvenez de ma vidéo d'hier, il y avait donc une danse, le twerk, assez vulgaire. Eh bien, pendant 20 minutes, les dirigeants verts se sont trémoussés. Ils ont donné dans une certaine mesure, et c'est l'autre aspect que je voulais traiter aujourd'hui, un côté plutôt sympa. Bah oui, ils dansent sur la musique de Beyoncé, même si... Pour les plus âgés, ce fut une véritable torture. Oui, ils paraissent sympas, c'est du marketing sympa. Mais comme le fait très bien remarquer Europhobe, quand on pense que les écolos ont réussi à imposer leur vision totalitaire. Mais attention qu'on ne s'y trompe pas, les Verts savent ce qu'ils font lorsqu'ils se trémoussent de façon si ridicule. Ils sourient face caméra parce qu'ils savent qu'ils vont faire le buzz, que leurs militants vont reprendre ces images pour les faire apparaître sympathiques et inoffensifs. Vous avez compris, c'est du marketing politique. Qu'est-ce qu'ils veulent faire oublier les Verts? Eh bien justement, leur projet totalitaire, faire oublier qu'ils font peur. Alors, ils font les idiots. Mais est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut oublier leur projet totalitaire? Les villes de 15 minutes, les QR codes, le passe carbone, toutes les injonctions totalitaires qui vont faire disparaître notre civilisation occidentale. Le projet vert, c'est le Davos 2030, c'est l'enfer sur Terre. Et ils avaient comme allié Emmanuel Macron. Mais voilà, leur projet est tellement stupide qu'Emmanuel Macron est obligé de mettre la marche arrière. C'est ce que je vous avais présenté hier. Macron, en anglais, nous explique que l'énergie nucléaire est de retour. Et on se rappelle que c'est ce même Macron, allié avec les Verts, qui avait décidé de supprimer le nucléaire en grande partie en France. Et il faut avoir une sacrée dose d'inconscience pour affirmer « Je suis fier de notre industrie nucléaire, innovante, compétitive, elle nous permet d'être plus indépendants et de lutter contre le dérèglement climatique. » Alors, quel sert un président qui a été hostile pendant des années à la filière nucléaire? C'est lui qui a nommé 3 ministres énergie antinucléaires de 2017 à 2021. C'est lui qui a programmé la fermeture de 14 réacteurs et qui a fermé la centrale nucléaire de Fessenheim. Et c'est lui qui a signé l'abandon du projet Astrid en 2019. Et pour quelle raison? Pour s'allier aux Verts pour être élu et pour respecter l'agenda de Davos 2030, vous savez, la transition énergétique. Et nous en payons le prix. Et quand je dis que nous en payons le prix, eh bien, c'est à chaque fois que nous regardons notre facture d'électricité. Nous reprenons le contrôle sur le prix de l'électricité. C'est encore un mensonge d'Agnès Pannier-Runacher, qui refuse de sortir du marché Union européenne indexé sur le gaz et qui a juste obtenu des outils pour limiter la volatilité. Et oui, le macronisme, c'est trahison plus mensonge. Mais attention, nous avions été prévenus dès le départ par un de ses anciens mentors, Jacques Attali. Macron n'incarne que le vide. Oui, il n'a pas de colonne vertébrale, il n'a pas de valeur. Il est là pour appliquer les directives européennes, le Davos 2030, et d'essayer de survivre politiquement. Mais pour le reste, il peut prendre une mesure et son contraire sans ciller. Mais le seul ennui, c'est que c'est nous qui payons la facture, pas seulement électrique, non, c'est la France entière qui doit payer une note très salée. Le piège de la dette se referme sur la France. Je vous ai présenté ce document hier. Mais pour beaucoup d'analystes, Emmanuel Macron a conduit la France vers une forme de dépôt de bilan. Et il n'y a pas que la France, il y a également les Allemands, qui se trouvent d'ailleurs dans une situation bien plus difficile. Et pour quelle raison? Parce que Scholz ou Emmanuel Macron suivent les directives de Bruxelles. Ils sont de simples exécutants et nous sommes en train de payer
le prix de cette folie européiste. Est-ce qu'il y aurait en France un homme politique d'envergure pour le dire à tous nos concitoyens? Vous avez de très nombreux partis gaullistes, et notamment Éric Zemmour, qui se réclame justement de cette doctrine. Voyons ce qu'il dit au micro d'André Berkoff. La sortie de l'Union européenne nous poserait un énorme problème économique. N'oublions pas qu'on a une dette énorme et une désindustrialisation massive depuis 30 ans. Il y aurait une hausse des prix, une crise de franc et un appauvrissement majeur. Bref, la France serait à genoux. Que lui répond Philippe Murer? Monsieur Zemmour ne comprend visiblement rien à l'économie. Il n'a pas compris que la France se désindustrialise, s'appauvrit, s'endette depuis qu'elle est dans l'euro et l'Union européenne. Pareil pour l'inflation. Il devrait prendre quelques cours avant d'en parler à la radio. Et puis, en tant que gaulliste, il devrait aussi revenir à la doctrine. C'est une petite déception. J'espère qu'Éric Zemmour se reprendra. Oui, l'Union européenne est à genoux. Voyons un petit peu ce qu'il en est de la Russie. Xavier Moreau nous livre un excellent numéro sur l'économie russe. Je vous mets le lien dans ma description, mais comment voulez-vous réussir votre politique économique si vous avez les mains liées derrière le dos, comme la France vis-à-vis de l'Union européenne? Que nous dit Xavier Moreau? Eh bien, que la Russie, depuis qu'elle s'est libérée dans une certaine mesure de certaines chaînes avec les Atlantis, elle connaît de la croissance, elle a un déficit budgétaire réduit à 1%, alors qu'elle est en guerre. Il n'y a pas de chômage et elle se réindustrialise. Vous n'êtes toujours pas convaincu? Eh bien, regardez les économies les plus dynamiques depuis 20 ans. Vous n'y trouverez que des économies asiatiques. Et vous constaterez que ce sont des pays souverains qui sont maîtres par exemple de leur monnaie et qui s'éloignent de plus en plus de l'atlantisme et qui se tournent vers les BRICS. Oui, c'est un modèle à suivre. Et puis l'Union européenne, vous le savez, c'est la catastrophe des frontières. C'est la CEDH. Alexandre Devecchio au sujet des fichiers S. Écrit avant l'attentat de samedi, l'État a perdu le contrôle de nombreuses parties de son territoire où il n'arrive plus à faire appliquer la loi. L'actualité nous en offre des exemples tous les jours. Le QR code, c'est-à-dire le bracelet électronique pour tous, n'est pas un moyen de nous protéger. Il est au contraire la conséquence de l'impuissance de l'État face à l'ensauvagement du pays. Le résultat de son incapacité à maîtriser ses propres frontières. Merci l'Union européenne. Le fruit de la faillite de notre justice. Merci l'Union européenne. De la même façon que le confinement et le pass sanitaire résultaient de l'effondrement de notre système de santé. L'État français n'est pas une dictature sanitaire ou sécuritaire, c'est simplement un État faible. Faible avec les forts et fort avec les faibles. Au rythme où nous allons, l'honnête citoyen sera bientôt davantage surveillé et contrôlé que le fichier S. Un point de désaccord avec Alexandre Devecchio, il y a une authentique dérive autoritaire, mais pour tout le reste, j'y souscris. Et puis, comme nous le rappelle Marion Maréchal, attentat du Thalys, massacre du Bataclan, assassinat du Père Hamel, tentative d'attentat sur les Champs-Élysées, attentat au marché de Noël à Strasbourg, assassinat de Dominique Bernard, attentat à la Tour Eiffel, le point commun, tous les auteurs étaient fichés S. Ce n'est pas la faute de nos services de renseignement, la DGSI, non, c'est la faute d'un système qui ne permet pas de les expulser. À partir du moment où vous avez un nombre très conséquent de fichiers S, il faudrait 10-12 fois plus d'hommes à la DGSI. Nous marchons sur la tête. D'autant plus que Gérald Darmanin a essayé de se défausser. Ce n'est pas de sa faute ni de ses services, c'est la faute des hôpitaux psychiatriques. Tout cela ne tient pas la route, je vous l'avais montré hier. Et c'est ce que nous dit également Alexandre Delval. Takia, le terroriste franco-iranien de Bir Hakeim, n'est pas un loup solitaire déséquilibré. Converti à l'islamisme en 2015 avec le groupe Forsana, Lisa et Maximilien Thibault, recruteur de Daesh, il a agi au nom d'une centrale djihadiste, a été idéologisé par ses relais français et il a appris parfaitement l'arabe. On est loin d'une folie asociale et déstructurée d'un malade, mais en face d'un pro de la taquilla, à la préméditation froide qui a revendiqué le massacre pour faire parler des musulmans persécutés. Le marketing djihadiste étant fondé sur la paranoïsation des musulmans et une pub pour le califat. Encore une fois, Gérald Darmanin utilise un narratif débile. Il était très difficile de discuter sur la question avec la presse aux ordres. Là, il y a une certaine prise de conscience parce que beaucoup de ces journalistes habitent à Paris. Et j'ai été très surpris de trouver cet article
en éditorial du Monde. Le narcotrafic, puissant facteur de déstabilisation. C'est une thèse que je défends depuis des années. On est souvent qualifié de complotiste et là, cela s'étale à la une du Monde. Le marché des stupéfiants est en plein essor, en France et en Europe. Cette aggravation menace l'équilibre des sociétés démocratiques. Le narcotrafic doit être combattu plus stratégiquement et à l'échelle européenne. Alors à l'échelle européenne, c'est assez amusant puisque c'est l'Union européenne, par l'absence de frontières, qui a permis l'émergence de ce narcotrafic. C'est une activité qui génère 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en France, fournit 20 000 emplois à temps plein et qui fait vivre directement ou indirectement 240 000 personnes. Certains policiers affirment même 600 000. Cette activité en plein essor est celle du marché des stupéfiants. Et ces chiffres glaçants ont été livrés lundi 27 novembre par la directrice de l'Office anti-stupéfiants OFAST, Stéphanie Cherbonnier, auditionnée par une commission d'enquête au Sénat. Lors de cette audition, les autruches, les socialistes, tous ceux qui sont responsables de cette situation ont été obligés d'entendre qu'aucun territoire n'est épargné. Aucun département en France n'est épargné par le trafic de drogue, que cela gangrène les cités, que c'est une fabrique à asociaux dangereux, que cela finance l'islamisme et que cela engendre également la corruption d'élus, de partis politiques ou d'associations. Lorsqu'on affirmait sur cette chaîne depuis des mois, des années, ce genre de choses, on était qualifié de fasciste. Et là, c'est une audition au Sénat. Alors, quelles sont les solutions? Certainement pas l'Union européenne, qui est la source de tous les maux, mais peut-être un changement de notre Constitution. La pétition de Jean Messia franchit le cap de 100 000 signatures. L'étincelle viendra-t-elle de cette pétition ou d'ailleurs? Quoi qu'il en soit, l'atmosphère est explosive. Il faut saluer cette belle initiative de Jean Messia qui veut redonner la parole au peuple. En effet, il veut organiser un référendum sur l'immigration. Il veut faire en sorte, enfin, qu'il y ait un petit peu de démocratie dans ce pays. Comme je l'ai affirmé il y a un instant, l'Union européenne ne peut pas être la solution parce qu'elle est complètement gangrénée par la corruption. Et c'est ce que vient affirmer le journal Politico. En France, ça c'est certain, nous n'aurions pas ce type d'enquête. Je pense notamment au service public complément d'enquête. Les dossiers du Qatargate, des centaines de documents divulgués révèlent l'ampleur du scandale de corruption dans l'Union européenne. Florian Philippot, scandale de corruption massif dans l'Union européenne. C'est le journal américain Politico qui fait le boulot, tellement nos médias sautent aux ordres et euro-fanatisés. Politico révèle ainsi ce matin des centaines de documents sur le Qatargate et le reste qui montrent comment les institutions européennes et des eurodéputés sont achetées. Comment tout le pseudo-processus législatif de l'Union européenne est dans la main des lobbies. 300 tentatives de corruption déjà repérées via cette enquête. Des millions d'euros distribués. Et encore, le Qatargate, c'est l'arbre qui cache la forêt des Big Pharma et compagnie. Après tous ces scandales que nous avons révélés sur l'Union européenne, lorsque j'entends un européiste, je me pose toujours la question, est-il sincère ou a-t-il des intérêts à être européiste? D'autant que les profils des européistes sont toujours un peu, comment dirais-je, étranges. Le directeur de Sciences Po, Mathias Vichera, Sciences Po, c'est véritablement la Mecque de l'Union européenne, et sa compagne en garde à vue pour violence conjugale. Tous les directeurs de Sciences Po ont eu quelques déboires. On se souvient de Richard Descoings, ou un professeur, Borrello, dont on a parlé dans un précédent numéro, ou Olivier Duhamel, qui était au conseil de surveillance de Sciences Po. On se rappelle également qu'Emmanuel Macron est sorti de Sciences Po. Oui, on a l'impression qu'ils sont véritablement sélectionnés. Allez, sans transition, nous allons passer à la chronique que vous attendez. LCU. Et là, j'avoue que j'ai été surpris par ce que j'ai entendu. Fedorovski interrogé par LCU. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Fedorovski? Je vous mettrai l'extrait dans ma description. Eh bien, il explique que la victoire de la Russie est largement due à LCU. Pour quelle raison, me direz-vous? La propagande la plus outrancière de LCU a été entendue par les Russes. Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Ils ont découvert que les atlantistes voulaient la destruction de leur pays par les chroniqueurs de LCU et de leur culture. Ils se sont donc regroupés derrière leur chef Vladimir Poutine. Oui, LCU a contribué à resserrer les rangs en Russie.
Quelle ironie. Alors l'histoire ne nous dit pas encore si Vladimir Poutine va décorer les journalistes de LCU. Ce qui est certain, c'est que les Américains sont en train d'abandonner Zelensky. Oui, ils sont en train de préparer l'opinion publique à cet abandon, comme cet article du Figaro. Le point sur la situation, l'aide militaire américaine à l'Ukraine pourrait être coupée dans les prochaines semaines, faute d'accord budgétaire avec l'opposition républicaine. Le président Joe Biden peut dramatiser, il n'y a plus beaucoup d'électeurs pour le suivre. Pour financer cette guerre en Ukraine, l'Amérique a suffisamment de difficultés, nous disent les journaux américains, pour gaspiller notre argent chez Zelensky, dont on sait qu'il y a quand même quelques problèmes de corruption, à tel point que les journaux américains sont en train de dire qu'ils abandonnent Zelensky. Et oui, Zelensky va être abandonné. Alors, quelle est la situation en Europe? Vous savez que Pustula veut verser de l'argent à Zelensky, 50 milliards. Est-ce qu'il y a des chefs d'État qui se soulèvent contre ce diktat? Eh bien oui, Viktor Orban. Non à un soutien de 50 milliards d'euros à l'Ukraine. Non au coup d'envoi des négociations d'adhésion à l'Union européenne pour ce pays. À 10 jours du dernier sommet européen de l'année 2023, Viktor Orban enfonce le clou dans une lettre adressée ce lundi au président du Conseil européen, Charles Michel. Le Premier ministre hongrois réaffirme qu'il n'est pas question pour lui de laisser les 27 aller de l'avant sur le dossier ukrainien. La grande crainte des européistes, c'est que Viktor Orban soit soutenu. On sait déjà que la Slovaquie soutiendra la position hongroise. Et les autres? Il y a les Pays-Bas, il y a la Tchécoslovaquie, etc. Attendons donc les résultats. Et puis nous savons que le camp atlantiste est dans une situation difficile par la position même de Joe Biden. Le Congrès souhaite organiser un vote pour ouvrir une enquête de destitution de Biden. Ce vote pour ouvrir une enquête de destitution est attendu la semaine prochaine. Oui, il y a une accélération pour la destitution de Joe Biden. Allez, sans transition, nous allons revenir en France avec le wokisme. Le wokisme, c'est ce qui permet de faire le lien entre Emmanuel Macron, les Verts et les européistes. Et quand je dis Emmanuel Macron, c'est un ministre d'Emmanuel Macron. La déconstruction des stéréotypes de genre dès le plus jeune âge. Mais qu'ils se mêlent de leurs affaires, ces ministres. Le ministre délégué chargé de l'industrie se mobilise et contribue à relancer la charte pour une représentation mixte des jouets. Roland Lescure. Ce matin, avec Couillard, nous lançons la charte pour une représentation mixte des jouets. La lutte contre les archétypes commence dès le plus jeune âge. Il est essentiel que la filière industrielle des jouets intègre davantage cette culture de l'égalité. Ces woke veulent absolument faire en sorte qu'il n'y ait plus de différenciation entre les sexes. Ils veulent détruire, ni plus ni moins, notre civilisation. Et c'est toujours au nom de l'égalité, bien évidemment. L'égalité, comment fait-on pour acquérir l'égalité? Eh bien, essentiellement par l'éducation, par le savoir, lire et écrire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de l'école, tous ces gens qui défendent le wokisme? Ils ont détruit le savoir et la transmission. Il n'y a rien d'autre à dire. Et par ailleurs, lorsqu'ils font des musées aujourd'hui, c'est des musées pour désapprendre. À Lyon, caricatural, ultra politisé, le grand n'importe quoi du nouveau musée d'histoire de Lyon. Nous avons visité la nouvelle exposition permanente du musée niché dans le Vieux-Lyon. Un parcours déroutant, regorgeant de lacunes, défendant une vision de l'histoire engagée et surtout trompeuse. Et oui, pas de poupée au nom de l'égalité, mais surtout pas de l'histoire qui fasse réfléchir. Autrefois, l'histoire était un objet de science. Aujourd'hui, c'est de l'idéologie pour rendre les gens complètement crétins. Donc vous avez un musée de l'histoire de Lyon qui efface la mémoire ouvrière des canuts. Alors il y a bien un musée à Lyon, évidemment, sur les canuts, mais est-ce qu'ils auraient peur de montrer aux Lyonnais qu'il y avait autrefois une classe ouvrière blanche et qu'elle a été durement réprimée, un petit peu comme les gilets jaunes sous Emmanuel Macron? Je pose la question. Allez, je vais finir, une fois n'est pas coutume, sur la mode. Oui, avec toutes ces attaques au couteau, n'hésitez pas à porter désormais, grâce à Darmanin, votre code de maille. Votre code de maille vous rendra saillant et vous avez aussi pour protéger la tête. Oui, nous en sommes réduits à revenir à la cote de maille avec Emmanuel Macron. Si vous avez aimé ce journal, n'hésitez pas à le soutenir, à le diffuser. Et puis je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir. Bye.